Rien ni personne, pas même les Alliés, n'avait réussi à entamer le bunker BY de Schnellbeu. Cette forteresse allemande avait résisté à tout, des vagues d'assaut massifs jusqu'aux bombardements les plus intenses, qui ne laissaient sur son béton impénétrable que des cicatrices insignifiantes, presque comme des griffonnages d'espoir. Mais, un matin de février 1945, 9 bombardiers B-17 approchèrent, transportant sous leurs ailes des engins étranges, presque grotesques dans leur allure. Arrivés à portée de tir, les équipages larguèrent leur cargaison inhabituelle et la regardèrent chuter dans le vide. Pendant quelques secondes, les silhouettes sombres des projectiles filèrent silencieusement vers la terre. Puis la véritable surprise se produisit. Leurs extrémités s'ouvrirent dans de petites bouffées de fumée blanche, libérant 19 moteurs fusées par bombe. En un instant, les engins s'élancèrent à une vitesse supersonique. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le béton d'un bunker n'allait plus être une forteresse inviolable, mais une proie vouée à sa destruction, presque comme dans un dessin animé. Depuis le début, la machine de guerre nazie avait une obsession avec le concret. Des bâtiments avec de la munition, des bunkers secrètes où les bras de la 3e région se rassemblaient pour concocter leurs plans vicieux. Des murs de ciment fortes gardaient leur chaque mouvement. L'un de ces endroits, un complexe doméique près de Viserne, a été conçu pour protéger les roquettes de B de Winterhoaf car elles étaient chargées et ensuite tirées sur les territoires alliés. En plus, tout au long de la côte française, les marins de Kriegs avaient des pensées de submarines avec des couloirs de 10 mètres d'épaisseur cachés sous des couloirs renforcés. Pour les Cruz de l'air allié, tous ces bâtiments posaient un problème. Comment détruire un objectif conçu pour absorber des coups massifs ? En 1944, la meilleure réponse que les Alliés avaient pour les objectifs fermés venait d'un ingénieur britannique nommé Barn Wallace, le créateur du Tallboy, une bombe de 6 tonnes, avec un casque streamlined et un nez en bois fermé. Un coup de feu de haute altitude allait tirer sur la Terre à plus de 700 km/h. La bombe s'étouffait profondément à côté d'une structure, puis s'étouffait. Le coup d'effondrement était destiné à détruire la terre sur laquelle elle se trouvait, tandis que la vague de pression causait des fondations et des couloirs renforcés à s'accrocher, puis se détruire. Réparer le dommage structurel, si possible, était beaucoup plus cher qu'en construire encore un autre endroit. Wallace s'est bientôt rassemblé à son idée avec le Grand Slam, une version de 11 tonnes construite pour une pénétration encore plus profonde et un accès plus destructeur. Même si les deux armes étaient très efficaces contre les viaducs, les tunnels et l'infrastructure cachée, elles n'étaient pas toujours réussies. Mais à l'étranger, en Angleterre, à l'extérieur du monde des bombardiers de haute altitude et des munitions d'Aircake, un ingénieur naval travaillait sur un autre type de solution, et elle venait des sources les plus inévitables. En 1943, Walt Disney Animation Studio a lancé un film en live-action animé appelé Victory True Air Power. Adapté d'un livre de l'aviation théorique d'Alexandre Desaversky, le film de 65 minutes a promu l'idée que le bombardement stratégique de longue durée pouvait terminer la guerre en attaquant les centres industriels et logistiques derrière les lignes ennemies. Mais l'un de ces segments a l'air le plus important pour le capitaine Édouard Turel, un volontaire de la réserve de l'armée royale qui travaillait au directeur de la développement de l'arme Misseline. L'animation a montré une bombe tombant de haute altitude puis s'accélérant au milieu de la descente en utilisant la propulsion de la bombe pour augmenter sa vitesse d'impact. Pour la plupart, ce concept, animé et amplifié avec de la musique dramatique et des animaux de cartoon, n'était que de l'entretien de guerre, à un moment où l'amour était scarce. Pour le capitaine Turel, c'était un moment euréco. En 1944, il a créé la bombe de la réserve de l'armée royale de la réserve de l'armée royale, aussi aptement nommée la bombe Disney. Au premier regard, il n'y avait rien de trop grasseux ou d'artificiel sur cette échelle étroite et élongée avec un corps solide. Mais contrairement au Tallboy et Grand Slam, qui étaient originalement conçus pour déstabiliser les structures grâce au choc et au déplacement, cette nouvelle arme a été construite de nouveau avec une intention claire, atteignant une vitesse élevée, restant intacte pendant qu'elle frappe le concret, puis explosant une fois à l'intérieur des structures ennemies. Les caractéristiques uniques de l'arme s'alignaient avec la physique de Newton et confirmaient ce que les ingénieurs militaires connaissaient déjà lors de leurs tests de terrain. Plus la pénétration était profonde, plus la trajectoire devait être plus longue, plus dense et plus rapide. En suivant cette formule, la bombe Disney mesurait juste au-dessus de 16 pieds en hauteur et pesait 4500 pouces, avec un corps avant de 11 poignons qui se trouvait à l'intérieur de la fusée, composé de 500 pouces d'échelle étroite remplis à l'intérieur d'un casque en stylo pour un maximum d'impact. 2 fusées mécaniques étaient montées à la base de la fusée, ce qui triggerait la pénétration et non le contact. Derrière cela,
se trouvait la deuxième section, un ring de 19 moteurs de fusée remplis à l'intérieur de la fusée, qui attendait leur moment. Tout dépendait de l'altitude et du timing. Pour l'activer, la bombe devait être diminuée de 20 000 pieds. Pour une demi-minute, elle tombait directement vers le sol, sans guidance ni contrôle. Lorsque la bombe a atteint 5 000 pieds, la colonne de la fusée s'est séparée et les moteurs ont été tirés. Pour seulement 3 secondes, l'ensemble de la bombe s'est déplacé sous la pression de la fusée, s'accrochant à plus de 300 pieds par seconde. Lorsque la bombe a tombé, elle s'est déplacée à 1450 pieds par seconde, plus rapide que le rythme du son et suffisamment rapide pour tirer à travers des coulisses concrètes que l'on pensait à l'époque intouchables. Le créateur de la bombe Disney a pris le concept de l'admiralité, où il a trouvé le soutien de nombreux membres. Encore, la bureaucratie a causé que le progrès s'est arrêté. Pour plus de soutien politique, Torrell a visité Lord Thurwell, l'un des principaux conseillers scientifiques de Winston Churchill, avec l'espoir d'obtenir la proposition sur la table du Premier ministre. Lorsque Torrell a poussé pour mettre la bombe en service, les ingénieurs de Fort Alston, le hub de recherche militaire de l'Allemagne, ont conduit des essais en utilisant des fusées navales américaines contre des coulisses concrètes renforcées. Les résultats ont émergé dans des blueprints qui ont doucement commencé à bouger dans le système. Après avoir connecté les deux projets, Torrell a pris sa position dans le cabinet de guerre, cette fois avec un enregistrement à large échelle sous un B-17. La réaction a été rapide, et quand le concept a été rencontré avec un soutien près de l'unanimité, la bombe Disney a été accordée la priorité de P+, la plus urgente, à moins d'un ordre personnel de Churchill lui-même. Préparer la bombe Disney pour le combat a nécessité des changements pour le B-17, qui, malgré l'altitude et le rang, n'avait pas l'espace interne pour mettre une bombe si grande dans la baie. En conséquence, certains modèles ont été modifiés pour les porter extérieurement, un sous chaque flanc, montés sur les mêmes pylônes qui avaient été utilisés pour des expériences plus tôt avec la bombe Glide de la GB1. Enfin, quand l'année nouvelle est venue, la création animée de Torrell était prête à prouver son valeur. Le test a commencé en 1945, avec des caméras de motion à bord de l'avion pour enregistrer les trajectoires de la bombe et l'impact afin de traquer les résultats. Les premières tombées se sont réalisées sur un rangement de test à Southampton, où la vidéo de trajectoire a été utilisée pour calibrer les sites de la bombe. Lorsque le profil d'assistance à la bombe n'a pas matché le chemin de libération standard, le timing, l'angle et la vitesse devaient être recalibrés de temps en temps jusqu'à ce qu'ils fonctionnent parfaitement. Une fois terminés, les bombardiers ont été redirigés à travers le Channel. Leur premier objectif, cependant, était une vaste structure de concret au nord de la France, cachée dans les bois près de la ville de Vatan. Connue pendant la Seconde Guerre mondiale comme Kraftwerk Nord-Ouest, les bâtiments adjacents à Vatan ont été construits par les Allemands comme un site de préparation d'énergie pour la bombe V2. Tous ces murs ont été recouverts de coulisses précaires, plus fortifiés de bois et de pierre. À ce moment-là, cependant, le site avait été dépassé par les forces alliées. Maintenant intact et accessible, il offrait une rare opportunité. Un objectif, comme celui de la bombe Disney, qui pouvait être bombardée et ensuite inspectée du sol. Un matin, en janvier, 2 B-17 approchaient leur objectif, chacun avec 2 bombes Disney sous leurs ailes, qui tombaient tous 4 à la pointe de délaissement. Les 4 bombes tombaient et disparaissaient sous la brume. Des instants plus tard, la silence s'arrêtait. L'une frappait l'intérieur du bâtiment, l'autre frappait une entrée à côté, tirant du concret et envoyant des déchets de bois. De la poussière s'éloignait du site d'impact, et les forces alliées dépassaient les cratères et détruisaient le débris. Lorsque la brume s'éloignait et les équipes royales et navales s'éloignaient, la conclusion était claire. Et la bombe Disney avait dépassé son premier test réel. Malgré être une création du Royaume-Uni, la bombe Disney serait libérée uniquement par l'avion américain et les navires de l'armée américaine. En février 1945, au port de Ijmoutan sur la côte Dutch, il y avait 2 pièces de concret utilisées par la navette de Crète pour habiter leur submarine. Ces enclosures, construites sur la côte et envisagées par des positions anti-aéronautiques, étaient construites pour soutenir la guerre dans l'air. À l'intérieur de ces pièces de concret, l'Allemagne a gardé son Schnellboot, des bateaux de torpédos rapides connus par l'intelligence navale alliée comme U-Boat, une navette étroite et légèrement armée assez rapide pour s'éloigner et rester caché dans ces enclosures pendant les heures du jour. La nuit, il s'éloignait vers la mer du Nord pour chasser les convoyés alliés qui délivraient des matériaux en France et en Belgique. Parmi les U-Boats, il y avait des submarines de classe BB, des vaisseaux d'un seul homme capables de placer des mines ou de lancer des torpédos dans les eaux étroites.
L'ancienne structure, désignée Schnellbunker AY, avait un couloir de concrète de près de 10 mètres. Le nouveau, Schnellbunker BY, était encore plus dur, avec sa couche supérieure de 12 mètres et sa couche secondaire en dessous séparée par un couloir d'air. Depuis plusieurs années, mission après mission de bombes conventionnelles n'avaient aucun effet. Pas même 50 tolbois tombés par des squadrons de la RAF n'ont causé aucun dégât à la structure. Le 10 février 1945, 9 B-17 de la 92e groupe de bombes des forces armées des États-Unis s'éloignaient avec cet objectif en tête. Ils portaient un total de 18 bombes Disney montées sous les ailes de chacun d'entre eux et, avec des semaines d'entraînement par la crew concernant les caractéristiques, ils se dirigeaient vers le Schnellbunker BY. À la vitesse maximale, chaque bombe tombait sur les bâtiments avec une force bien au-delà des armes conventionnelles. Une d'entre elles a frappé le toit concret et l'autre a frappé un mur de soutien clé. Même si les cartes étaient vides ce jour, l'intelligence de la RAF a confirmé que le toit de l'une des structures les plus récentes allemandes avait été frappé par la bombe Disney. La deuxième attaque s'est suivie en mars, cette fois pour l'ancienne structure AY. Ce jour, seulement 9 avions portaient leurs bombes Disney à l'étranger, avec au moins un pénétrant le mur de soutien clé laissant elle inévitablement frapper. Avec ceci, pour la première fois en plus de 5 ans de guerre, les Schnellbootpens et les Aïmoudins ont souffert de vrais dégâts internes par une arme aéroportable. Le 30 mars 1945, 36 avions de la 8e Air Force étaient prêts à délivrer le plus grand déploiement d'armes Disney. Ce matin, le but était l'usine de l'avion Valentin près de la petite porte de Farga, juste à côté de Bremen, en Allemagne nord-ouest. La structure avait été construite depuis 1943. Environ 10 000 travailleurs, y compris des prisonniers de guerre, des citoyens des pays occupés et des prisonniers de camps de concentration ont transformé l'endroit en l'un des plus fortement renforcés du Reich. Le site de travail était le site de l'assemblée finale pour les types 21 U-boat, une nouvelle classe de long-range sous-marin pour changer le balance de la guerre à la mer. Le toit de Valentin était de 15 mètres de grosseur, rempli d'étagères interlocales et engineées pour résister à tout, à moins d'un tir direct de la plus grande bombe alliée. Seulement 3 jours plus tôt, le 27 mars, l'armée royale l'a attaqué avec des bombes d'Aircake Grand Slam qui ont frappé des parties du toit. Maintenant, ce tir renouvelé devait donner le dernier coup avec plus de 60 bombes Disney. Cependant, seulement l'un de ces outils a attaqué le bâtiment lui-même et cela a été ineffectueux. Les bâtiments périphériques autour du site ont suffi de dégâts visibles, mais au total, la structure principale a resté en place. Pour toute sa flamme dramatique, la bombe Disney est venue avec plusieurs défauts inhérents. Tout d'abord, les roquettes étaient prêtes à avoir des problèmes d'ignition. Le plus important, même si le design de la bombe permettait un impact à haute vitesse, sa charge explosive était plus petite. Pour qu'elle délivre de dégâts significatifs, elle devait faire un tir direct. Malheureusement, les systèmes de targetation des années 1940 n'étaient pas aussi précis. Après le tir de Valentin, les ingénieurs allemands ont fait des réparations limitées. Toutefois, avec la collapse de la frontière et les ressources dégâts plus que jamais, la structure n'a jamais été complétée. À ce moment-là, en avril 1945, la guerre en Europe était en train de finir. Les forces alliées avançaient sur tous les fronts et la présence de la Luftwaffe s'éloignait. Même s'il y avait encore des objectifs stratégiques, l'urgence derrière les opérations expérimentales ou spécialisées commençait à s'effondrer. Ainsi, après une courte course opérationnelle de cette semaine, le dernier déploiement de combat de la bombe Disney a eu lieu le 4 avril 1945. Ce jour-là, 2 dizaines de Fortress B-17 s'éloignaient dans les ciels bleus calmes au-dessus de l'Angleterre, chacun portant une bombe Disney sous ses ailes et un plan d'atterrissage prévu pour Hamburg. Parmi les canaux, tout semblait routine jusqu'à ce que le temps commence à changer. Une épaisse feuille d'écharpe s'éloignait à travers la ville, éliminant la lumière du soleil et nettoyant chaque marque de terre. Lorsque la formation a atteint le point de départ, l'objectif s'est complètement éloigné sous une épaisse feuille de neige. Il n'y avait pas de toit, pas de route, pas même le bruit des bancs de rivière ou des rails, juste un panneau sans fonctionnement gris qui s'éloignait dans chaque direction. Avec aucune direction visuelle pour les guider, les crews n'avaient aucun choix que de se relier à leurs instruments. Les pilotes et leurs hommes ont volé les numéros, ont fermé les coordonnées et ont laissé leurs bombes dans une ville cachée sous les nuages, en espérant que les pilotes de radar n'en avaient pas assez. Aucun d'entre eux n'a même pas été proche de leur objectif. Une 5e et dernière opération était prévue pour mai, mais avec la guerre se terminant, elle a été calmement annulée. Lorsque la campagne s'est terminée, 158 bombes Disney ont été tirées à travers 4 missions de combat.
Malgré la complexité de l'arme et les risques impliqués, aucune bombe n'a été perdue et chaque crew est retourné en base en sécurité. Des tests post-guerre ont montré que le boost de la fusée a donné aux bombes un 26% d'augmentation de vitesse, ce qui a résulté d'un excellent 60% d'augmentation de l'énergie imprimée sur l'impact. Mais l'histoire des bombes Disney n'a pas terminé avec le surrendre de l'Allemagne. En juin 1945, avec la guerre en Europe presque terminée, le Conseil d'Air a formellement acknowledgé le rôle de l'admiral dans le développement de la bombe Disney. Mais la reconnaissance n'était pas suffisante. Les RAF voulaient de la preuve. Plus que des numéros ou des rapports, ils voulaient voir ce que l'arme pouvait vraiment faire. De nouveaux tests ont été ordonnés à Vatan, le même bunker qui a été bloqué pendant le test de janvier. Juste comme ils l'ont fait le mois précédent, les crews de l'8e Air Force des États-Unis sont retournés à l'endroit et ont tiré de nouveaux rounds sur sa fusée de concrète. Mais Vatan, battu et déjà étudié, était trop confiné pour offrir de nouvelles figures. À ce moment-là, le gouvernement français, en train de rebâtir et d'oublier tous les horreurs des années précédentes, a poussé fort contre plus d'expériences de feu sur leur sol. Une année plus tard, le projet Ruby, un effort anglo-américain, a enfin eu la liberté et le flux de l'argent pour tester des armes pénétrantes de concrète sans la pression du combat ou les limites de la logistique de la guerre. C'était une rare chance de pousser la technologie à son point de départ. Et les objectifs s'intensifiaient. Un crayon U-boat sur l'île de Peligoland et l'établissement de l'assemblée de l'avion de Valentin, 2 survivants de plus tôt. L'équipe pour ces expériences lit comme un catalogue des meilleurs et les plus lourds de l'Alliance. Il y avait des versions britanniques et américaines du Tallboy et du Grand Slam, la bombe de l'Amazon de 22 000 lbs de l'United States, la bombe semi-armature de M103, bien sûr, la bombe Disney. À Valentin, les bombes ont été éliminées sans des fusils de guerre pour protéger les zones civiles proches. Mais Peligoland était différent. Son entière population a été évacuée pendant la guerre, transformant l'île dans une zone de test désertée où rien ne se trouvait. La rue s'étouffait, les bâtiments s'éloignaient sans toucher. Au centre, se trouvait un shelter U-boat avec un couloir de 10 mètres de concret prêt à être attaqué à nouveau et à nouveau. Ces 1946 tests de temps de paix ont transformé tout ce qui a été essayé pendant la guerre. Au cours du projet Ruby, 76 bombes Disney ont été larguées sur Peligoland, chacune équipée d'un mélange d'explosifs différents. 34 autres ont été employées sur le site de Valentin, 12 sans assistance propulsive et 22 dotés d'un moteur d'appoint. Par mesure de sécurité, 4 exemplaires supplémentaires ont été testés sur le site britannique d'Orford-Ness afin de vérifier leur trajectoire de vol et de s'assurer qu'aucun danger ne se trouvait au-delà du périmètre de sécurité entourant le bunker. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En moyenne, lors des essais en conditions réelles, les bombes Disney ont perforé 14 mètres et 8 pouces de béton, 14,20 mètres, soit bien plus du double de la plupart des charges conventionnelles. Dans des conditions optimales, certaines ont atteint près de 17 mètres de pénétration, un résultat remarquable pour une charge explosive de seulement 500 livres, 227 kg. Un essai mené à Valentin a illustré l'extrême performance possible. La bombe a traversé le couloir de béton, a percuté et traversé une couche de sol de 3 mètres, puis s'est totalement enfoncée dans le sable sous les fondations. En revanche, les essais ont aussi mis en évidence des limites et des variations sensibles. La composition du sol, l'angle d'impact et l'état de la munition influent fortement sur la profondeur atteinte, et quelques exemplaires ont montré des performances inférieures ou des anomalies de fonctionnement.